On va maintenant s'intéresser à la planification de la gestion de l'échéancier. Peut-être qu'on a un WBS maintenant qui est terminé, mais cela ne veut pas dire que c'est la dernière version du WBS. En travaillant sur l'échéancier, on peut arriver à la fin et voir que nous avons dépassé les contraintes de délai énoncées dans la charte du projet. Cela va nous amener sans doute à retravailler le WBS et à retravailler le périmètre. Donc ce n'est pas la version finale. D'ailleurs même le WBS pourra même être modifié une fois qu'on travaillera sur la gestion des risques. On verra ça plus tard. Nous avons un certain nombre de processus liés à la planification de l'échéancier, qui bien sûr appartiennent au groupe de processus de planification et qui font partie bien sûr du domaine de connaissance de la gestion de l'échéancier. Nous avons 5 processus qui vont nous amener à élaborer l'échéancier, le planning du projet en quelque sorte. Il faut savoir aussi qu'un délai qui n'est pas réaliste, c'est la faute du chef de projet. Le chef de projet doit travailler sur un planning auquel lui et son équipe croient être réalisable. Et il y a plusieurs options de compression du planning. Donc, en données de sortie de ce processus, nous allons avoir le plan de gestion de l'échéancier. Donc, il va y avoir une élaboration du modèle d'échéancier du projet. Ça va consister en un planning. Il y a plusieurs sortes de planning. On va voir ça plus tard. Donc, à l'intérieur de ce plan, nous allons avoir aussi la durée des releases et des itérations quand il s'agit d'un projet adaptatif. Donc, la durée de ces itérations, ce sont des périodes de temps délimitées. Leur objectif, c'est de minimiser les dérives, minimiser ce qu'on appelle le scope creep, la dérive du périmètre. Pourquoi sur les projets itératifs, on minimise les périodes de temps? Plus la période de temps entre le travail et le feedback du client est petite, plus on aura un feedback très rapide et on pourra ajuster et modifier et nous adapter surtout. C'est pour ça que sur les projets de type adaptatif, on ne planifie pas tout à l'avance. On planifie selon des périodes et des itérations. Et la durée de ces itérations, ça va d'une semaine à 2 semaines. Donc généralement, c'est des durées qui sont plutôt courtes. Et cela pour éviter de trop sortir du scope ou de ne pas bien le maîtriser. Petite durée, feedback rapide, adaptation rapide. Donc au niveau du plan de gestion d'échéancier, on va avoir aussi des niveaux d'exactitude. On va dire que notre planning, on l'a réalisé à par exemple plus ou moins 20%. Donc peut-être, d'ailleurs même, on peut dire plus ou moins 20% et on peut donner aussi, on peut dire plus ou moins 2 semaines, plus ou moins 3 semaines. Donc on va choisir aussi et on va indiquer ça sur le plan. Quelle est l'unité de mesure que l'on a choisie? Est-ce que notre plan de gestion de l'échéancier, est-ce que notre planning, pardon, va être avec des nombres d'heures? Est-ce que ce sera un planning avec des jours ou en semaines ou même en mois si c'est un projet très lent? On va indiquer aussi le lien avec les procédures de l'entreprise, notamment le WBS. Donc quand on va faire des plannings, des lots de travaux, à côté des lots de travaux, on va indiquer le code WBS correspondant à la tâche. Comme ça, on pourra voir chaque lot de travail. Rien qu'en lisant le code, on pourra voir quelle est sa date de début, quelle est sa date de fin. C'est plus facile de discuter avec des numéros, comme le lot de travail numéro 2.1.4, que une longue phrase qui décrit un peu le lot du travail.
comment va se faire la maintenance du modèle de l'échéancier. Ça veut dire à quelle fréquence on va le vérifier, s'il est correct, à quelle fréquence on va le mettre à jour. Est-ce que c'est chaque semaine? Est-ce que c'est 2 fois par semaine? Donc tout cela, on va l'indiquer sur le plan. Quels sont les seuils d'écart qui sont acceptables? Ça veut dire que si on dépasse le planning d'une semaine, est-ce que c'est grave? Est-ce que si on dépasse le planning d'un mois, est-ce que c'est grave? Donc tout cela, les seuils de contrôle, c'est selon les niveaux d'écart acceptables, au-delà duquel une action devient nécessaire. Ça aussi, on va l'indiquer dans le plan. Donc vous voyez, dans le plan, on va indiquer quel modèle on va utiliser pour le planning, si c'est un projet adaptatif, quelle est la durée des périodes, quel est le niveau d'exactitude, l'unité de mesure, on va lier ça avec par exemple le WBS, à quelle fréquence on va le mettre à jour, même les seuils de contrôle, donc il y a pas mal, donc on va tout planifier. Quelles sont les règles de mesure de la performance? Est-ce qu'on va utiliser la valeur acquise, net value? Quelles règles d'avancement on va utiliser? Il y a plusieurs règles d'avancement. Il y a la règle des 0-100%. Elle veut dire que tant qu'une tâche n'est pas terminée, eh bien elle est à 0. On la met à 100% qu'une fois qu'elle est terminée. Ça, c'est la règle des 0-100%. Maintenant, il y a la règle des 50-50. Alors, la règle des 50-50, elle dit que dès qu'on démarre une tâche, son état d'avancement, on peut le considérer qu'il est 50%, et quand on termine, on va considérer, on va rajouter les autres 50%. Est-ce qu'on va utiliser un indice de performance des délais, Schedule Performance Indicator, Index, pardon, c'est l'indice de performance des délais. Donc ici, on va dire un peu quelles unités de mesure on va utiliser. Et puis, quels seront les formats des rapports sur l'échéancier. On va voir maintenant l'objectif du processus planifier la gestion de l'échéancier. Donc, le but est d'établir des politiques, procédures et documentation pour la planification, la gestion, la réalisation et la maîtrise de l'échéancier. Donc, on va tout planifier. On va planifier la planification, la réalisation et la maîtrise. On va dire aussi quelle méthodologie et quel logiciel de planification nous allons utiliser. Quelles règles d'estimation? Quel sera le seuil d'écart acceptable. Au-delà de ce seuil, nous devrons prendre une action de correction. Quelle procédure de changement de planning nous allons utiliser? Ça veut dire, si on doit modifier le planning, est-ce qu'on doit utiliser des formulaires? Est-ce qu'on doit avertir quelqu'un? Est-ce qu'on doit faire une réunion? Est-ce qu'il doit y avoir des approbations préalables? Donc, comment on va le mettre à jour, etc. Quel format et fréquence du reporting on devra faire? Est-ce qu'on devra faire un reporting sur le planning une fois par semaine, une fois par mois? Si c'est un projet adaptatif, quelle est la longueur et la durée des itérations, par exemple? Donc pour cela, le processus gestion de l'échéancier, il va donner un planning qui va récapituler un peu tout ce qu'on vient de voir. Donc on va détailler la planification, l'exécution et comment va se faire même le contrôle et l'évaluation de l'avancement. Ce plan, bien sûr, c'est un sous-plan du plan de management de projet. Pour générer ce plan, il est évident aussi qu'on a besoin de la charte, qui va venir du processus élaborer la charte du projet, bien sûr. Et on pourra avoir besoin, bien sûr, du plan de gestion du périmètre. Parce que nous allons élaborer un échéancier par rapport à un périmètre. On aura besoin aussi de savoir quelle approche de développement pour voir s'il faut estimer une durée d'itération ou décider comment on va faire notre projet adaptatif. Est-ce que c'est sur tout le projet
Des fois, on utilise une approche de développement adaptatif que sur certaines parties où l'exigence client reste un peu floue ou délicate. Bien évidemment, les facteurs environnementaux et les actifs organisationnels entrent en jeu aussi. Comme outil et technique, on va utiliser le jugement indien d'expert. Un expert va nous aider à estimer, à planifier l'échéancier, à dire, par exemple, sur ce type de projet, voilà, il faut tel type d'écart. Un expert, ça peut être quelqu'un qui a travaillé sur des projets similaires et qui va nous donner un peu son retour. On va faire de l'analyse des données. C'est surtout de l'analyse des alternatives. Est-ce qu'on va faire comme ça ou comme ça sur le périmètre? Est-ce qu'on va choisir cette approche de développement ou l'autre? Et sans doute, tout cela sera fait à travers des réunions. Comme données d'entrée, donc on avait dit on a besoin de la charte, des plans, des facteurs et des outils et des techniques. Donc on donne juste ici quelques exemples. Donc l'expert peut nous aider, par exemple, sur la méthodologie de planification. Il va nous dire sur cette partie, il vaut mieux travailler en adaptatif ou en prédictif. Il va peut-être nous aider sur le choix des logiciels de planification ou par rapport à son avis, parce que c'est un expert dans le secteur d'activité sur lequel nous avons lancé le projet. Pour l'analyse des données, on va aussi faire une analyse des alternatives. On va comparer. Est-ce qu'il vaut mieux planifier de cette manière ou cette manière? Est-ce qu'il vaut mieux choisir le logiciel Primavera que MS Project? Si c'est pas, si on a le choix, bien sûr, si c'est pas une exigence de l'entreprise. On va faire aussi beaucoup d'analyse des alternatives sur le choix par exemple l'approche d'élaboration de l'échéancier. Tout ça à travers des réunions. Donc un plan gestion d'échéancier, ça peut même être informel, c'est pas toujours formel. Si le projet ne nécessite pas que ce soit très détaillé, on peut juste discuter entre nous, chef de projet, l'équipe projet, et on va dire on va choisir tel logiciel. L'unité de mesure sera la semaine, on va vérifier tous les jours l'avancement, un écart d'une journée, ce n'est pas acceptable. Ça peut être discuté, un plan de gestion de l'échéancier. Ça peut être, par exemple, on va dire, le projet sera échéancé, par exemple, par mois. Et puis, on va vérifier le planning sur une base, par exemple, hebdomadaire. Et délai un écart de délai inférieur à une semaine ne nécessitera pas d'action. Et si le délai, un écart dépasse une semaine, eh bien, on va rapporter au sponsor et voir avec lui peut-être ce qu'il faut faire. On peut aussi dire que la progression eh ben, elle va être faite avec la règle des 0, 100. Cela veut dire que tant que nous n'avons pas terminé la tâche, on va considérer que que l'avancement est à 0. Et une fois que la tâche est terminée, ce sera les 100%. On peut aussi dire que on va utiliser le management de la valeur acquise, Earned Value Management, pour rapporter la maîtrise de l'échéancier, pour rapporter un peu l'avancement. Et bien sûr, ce planning, ce plan, il faudra le faire signer pour qu'il soit approuvé.